Ayant mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Mahaba avec Rouya. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, fiers de recevoir une philanthrope, une femme de cœur. La Haja Latifa Ibn Ziaten. Take a seat, Ego. Bonjour Tata, comment ça va? Bonjour, alhamdoulilah, ça va très bien. Tout va bien? Tout va bien. Bon, bah c'est très bien. Sache qu'on est heureux de te recevoir. Hein. On est heureux de te recevoir parmi nous. Je sais que tu viens de loin, tu as fait une distance. On est vraiment honoré. J'espère que tu n'es pas troublé par ce que je viens de dire. Hein. Ça, c'est le style. Ilias, il connaît, il faut lui dire. C'est bien, c'est excellent. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Latifa Ibn Ziaten. J'habite à Rouen. J'ai 61 ans. J'ai créé une association qui s'appelle IMED pour la jeunesse et la paix, depuis que j'ai perdu mon fils, IMED. D'accord. On va y venir hein, de toute façon. Mes origines, je suis marocaine, de confession musulmane et je suis française. Il faut le souligner. Voilà. C'est très important. C'est bien, c'est excellent. Tata, dis-moi, on va parler de tout ce que tu fais, etc. Mais je voudrais que tu nous parles de ta jeunesse au Maroc. Tu es passé par l'Espagne aussi. On veut tout savoir. D'accord. Alors, ma jeunesse était un petit peu très difficile, très compliquée. Hein. J'étais une jeune fille que j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. À l'époque, vous savez, le divorce, ça ne se faisait pas. Et ma mère, elle avait divorcé avec 4 enfants. Et on est parti habiter en Espagne un petit moment. On est resté jusqu'à l'âge de 9 ans. Et j'ai appris un petit peu la langue espagnole. J'ai été dans l'école des Espagnols. Mais après, ma mère, elle est tombée malade et il fallait retourner au Maroc. Je retourne au Maroc. Ma mère est décédée à Noël. C'est pour ça, Noël, pour moi, c'est des souvenirs, des mauvais souvenirs. J'ai été récupérée par mon père. Mon père, il était déjà marié. C'était difficile de vivre avec la belle-mère. Il nous a utilisés un petit peu, moi et ma sœur, comme des bonnes. Il fallait travailler, il fallait aider sa propre famille. Et ma tante, il m'a sorti de là, il m'a dit c'est pas possible, il m'a ramené chez elle. Mon père, il n'a pas accepté malheureusement. Il m'a retourné chez lui. Et moi, à l'âge de 10 ans, j'ai pris le car à peu près 60 km de chez moi et je suis venue chez ma grand-mère. À Tétouan. À Tétouan. Et j'ai dit à ma grand-mère, est-ce que tu m'accepteras? Je vais te servir à toi, m'occuper de toi parce que tu es ma grand-mère, mais je ne peux pas m'occuper de ma belle-mère. Et ma grand-mère, elle était surprise, m'a dit, tu venais toute seule? J'ai dit oui. Mais c'était dangereux, Latifa. Eh bien, je ne pense pas que je vais le danger. Et maintenant, je suis grande. Alors, je voudrais travailler et t'aider. La seule chose, il faut que tu m'accueilles chez toi. Et ma grand-mère m'a dit, tu n'es pas là pour me servir, mais tu es ma petite fille. Je vais t'éduquer, je vais t'aider et je vais te voir grandir bien. Et grâce à cette grand-mère qui m'a donné des règles, des valeurs, de l'amour, d'être forte, de jamais baisser les bras. Et grâce à elle, j'ai grandi bien. Et j'avais une tante qui n'a pas voulu aussi que je ne sais pas ni lire ni écrire et m'a rentrée dans l'école coranique d'apprendre un petit peu les bases de l'islam parce que c'était important. Et je me suis mariée à l'âge de 17 ans. Et je me trouve
en France, dans un petit appartement F2. Mhm. Alors, je ne vous dis pas de quitter une grande maison et de se trouver dans une petite appart. Oui, oui. C'était compliqué, très compliqué. Mhm. Mais je me suis adaptée parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens formidables qui m'ont aidée, des femmes françaises, des hommes. Et sincèrement, grâce à eux aussi, que j'ai complété cette liberté que j'avais en moi et ces manques aussi des valeurs, des règles que j'ai appris ici en France. D'accord, d'accord. Et le changement, alors, il était brutal quand même, passer du Maroc avec le soleil, etc., à Rouen, la Normandie où il fait tout le temps froid. Oui, c'était dur, mais quand on aime quelqu'un, Ouais. je pense, quand on tombe amoureux d'un homme, on voit pas la tristesse, on voit plutôt la vie en rose. C'est Et vrai. voilà, et j'étais vraiment amoureuse de mon mari et je voyais pas les années passer et je m'habituais et puis j'ai pris l'habitude. D'accord. Et ça fait 40 ans, 45 ans presque à Rouen. Ah, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On salue tous les Rouennais, là. C'est bien. Du coup, mais toi, tu as directement travaillé là-bas. Tu as voulu travailler, donc l'intégration, c'était passer par le travail, apprendre la langue. Ah oui, moi, j'étais une femme que je ne pouvais pas rester à la maison. Mhm. Parce que ma grand-mère, elle a toujours travaillé. Ok. Ma mère, elle a travaillé. Mes tantes, elles ont travaillé. Alors moi, j'avais cette idée à moi et cette liberté. Il fallait que je travaille. Je ne suis pas venue en France pour rester au foyer. Non. Il fallait que je travaille. Il fallait que j'apprenne la langue. Il fallait que je m'intègre. C'était important. Parce que si je ne suis pas, j'avais cette force et je n'aurais pas sorti, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien vrai tout ça, c'est bien vrai. Mais toi, à travers tes prises de position, tu as toujours été reconnaissante envers la France. Ce que la France t'a apporté. Pourquoi tu as toujours le besoin de dire merci? C'est important de dire merci d'un pays qui vous accueille, un merci qui vous donne la chance de réussir, un pays de valeur, un pays de liberté. Le contraire, je dis merci. J'espère que aussi, ils regardent aussi ce que je fais moi aussi. Ouais. Ils peuvent dire merci Latifa, le travail que vous faites et d'aimer ce pays comme je l'aime. J'espère qu'ils m'aiment aussi. C'est vrai. Parce que moi, j'aime la France, j'aime les Français. J'espère qu'eux aussi m'aiment. Voilà. Ok, en tout cas, le message est passé. Et du coup, élever 5 enfants à Rouen en travaillant, est-ce que c'était pas difficile? Parce que je sais, j'ai lu ton livre, tu as dit que tu as toujours voulu avoir 5 enfants. C'était mon rêve. Ça, c'était mon rêve. J'ai jamais demandé l'avis à mon mari, pour vous dire. À chaque fois, j'étais enceinte de 4-5 mois. J'ai dit, ça y est, le bébé s'approche. Parce que c'était mon rêve. Vous savez, Bien. quand j'étais jeune fille, j'ai joué avec 5 poupées. Ah, Vous savez, bien. les 5 poupées en bois, qu'on mettait des petits charbons sur les yeux. Le moyen qu'on avait à l'époque. C'est ça. Et c'était beau. Parce que et j'avais 5. Et quand mon frère, à chaque fois, il me balançait. Il dit, oh, tiens, ça, c'est pas bon. Et c'est shaitan. J'ai dit, non, c'est mes enfants. D'accord. Et puis là, cette rêve s'est réalisé. J'ai 5 beaux enfants. D'accord. Qui, alhamdoulilah, Dieu me les protège. Ah. Qui sont adorables. Ils m'ont écouté, ils m'ont jamais eu de problème. C'était pas difficile. Vous savez, quand on a une grande famille à table, c'est extraordinaire. Vous avez vos enfants qui vous tournent. Maintenant, j'ai mes petits-enfants. Bien, bien. C'est un honneur. C'est bien. Voilà, bien. c'est une fierté. Ah, c'est excellent. Alhamdoulilah, c'est une bien, fierté. c'est bien, tata. Et toi, tu as toujours aussi été pointilleuse sur les études. C'était important pour toi qu'ils viennent avec ce papier-là, ce diplôme-là, en te disant, maman, tiens. Oui, c'était très important parce que moi, ça m'a manqué. J'ai pas eu cette chance. Alors, eux, ils avaient toute la chance. Il fallait rien lâcher. Et des fois, ils me disaient, mais maman, j'arriverai pas. J'ai redoublé. Tu comprends que Et mon mari me dit, lâche-le. Non, tu me ramèneras le bac S. Je savais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant que je le sais. Mais à l'époque, c'est le bac S, c'était dans ma tête. Je l'ai fait baver un peu, mais il a eu. Ah, bien. Et des fois, il dit, merci maman, grâce à toi qu'on a réussi. D'accord. Bon, bah, c'est excellent. On les salue tous. Hein.
voilà, on te connaît depuis 2012. Voilà, c'est pas un moment facile. Imad est parti. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'enfant était Imad? Imad, c'était un garçon extraordinaire. Vous savez, je n'ai 5 enfants, mais Imad, il avait quelque chose. Il avait quelque chose par rapport aux autres. C'est le regard. Vous voyez, quand je regardais Imad, il savait que je ne suis pas bien. Il savait que j'ai besoin de quelque chose. Et pareil pour moi, c'est quand je regardais mon fils, je dis, ah, quelque chose qui ne va pas. Il m'a jamais eu de problème, il n'a jamais redoublé. Il n'a jamais ramené une histoire. C'était un enfant, franchement, des fois, il est du haut, du bas. Il vient, il me dit, maman, pardon. Il m'embrasse sur la tête. Excuse-moi, madame, maman. Jamais il a ôté sa voix. Et ce garçon, c'était plus qu'un fils. Un fils, un ami, un confident. Vous savez, j'ai voyagé avec Ahmed. On a fait un voyage en Espagne, toutes les deux, tête à tête. Vous savez, quand les gens ils l'envoyaient à l'hôtel, ils disaient, votre femme, ils disaient, non, c'est ma mère. Ça va pas, non? Et on était au Maroc, je l'ai fait visiter le Maroc toutes les deux. Il m'a fait des choses aussi que je n'ai jamais fait. Il voulait me rendre heureuse parce que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement pensé à eux. Et lui, il voulait me rendre un petit peu de bonheur à sa maman. Et quand il est parti, c'est très difficile. Même à l'armée, toujours, il m'envoyait des textos. Tous les jours. Jamais Ahmed, il a passé une nuit sans envoyer maman, ça va, tout va bien. Ça me manque beaucoup. Ça me manque sa présence. Mais il est toujours là. Toujours. Toujours là, il est toujours dans mon cœur. Grâce à lui que je suis debout. Ouais. Et je voudrais le faire vivre jusqu'à la fin de ma vie. C'est important. Excuse-moi. Tata, non. C'est ça, Imer, quand on aime nos enfants, c'est ça. Il faut aimer ses enfants. Il faut donner tout l'amour. Quand j'avais ce rêve de 5 enfants, c'était pour les voir heureux, réussir, d'aller loin où il faut. Le destin, ce qui m'a réservé. Voilà. En tout cas, assurément, il peut être fier de sa maman et qui repose en paix. Qui repose en paix. Merci. Qui repose en paix. Merci. Et voilà, après son départ, tu as voulu vraiment sensibiliser les gens. C'était pas facile. Tu es parti à Toulouse, aux Isards. Pourquoi ce choix? C'était important. C'était important parce que j'avais fait 3 rêves. Qui, je rappelle, était le quartier de Mohamed Merah. Oui. Parce que j'avais fait 3 rêves et à chaque fois, vous savez, ici en France, c'est partout, hein, quand on est malade, on vous donne plein de médicaments pour vous endormir. Et je sombrais dans ma souffrance. Et j'ai fait 3 rêves. Le premier rêve, maman, lève-toi. Et quand je parlais avec ma famille, ils me disaient c'est normal. 2e rêve. Et le 3e rêve, j'ai senti sa présence. Maman, lève-toi. Maintenant, j'ai besoin de toi. On dirait que j'ai senti quelqu'un qui m'a touchée. Et ça, c'est pas un rêve. J'étais réveillée. J'allumais la lumière et je disais, mais mon fils était là, c'est pas possible. Ahmed, il était là. Et quand j'ai expliqué ça à mon mari me dit, tu souffres. C'est normal. Je dis non. Je dois y aller. C'est très important. Il est tombé, mon fils. Il faut que j'aille. Parce qu'Ahmed, il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout. Il était courageux devant son assassin. Mais sûrement, avant de partir, il m'a laissé quelque chose au sol. Il n'est pas parti comme ça, Ahmed. Vous savez, quand on arrive dans cette gymnase et je cherchais si je trouve quelque chose, il y avait quelques traces de sang et je trouvais affreux. Ils n'ont même pas nettoyé le sang de mon propre enfant. Pourtant, c'était un soldat. Un soldat qui serve la République. Comment on peut laisser son sang comme ça? Je vous assure, j'ai pris la terre, je frottais, j'ai crié. J'ai crié une mère en souffrance. C'est quelqu'un qui peut m'entendre. C'est une voiture qui peut s'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Je t'assure, je vais y aller et je vais chercher pour que ce jeune t'a tué. Et c'est là où je me suis trouvée dans cette quartier de Zizar où il habitait Mohamed Merah. Vous savez, quand vous tombez dans un groupe de jeunes, des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes.
Et j'avais pas peur. Vous savez, c'est la souffrance, ils vous laissent pas... Il n'y a pas la place pour la peur. Et je me suis avancée vers eux, et leurs visages, ils font peur. Et je dis, où il habite Mohamed Marrah 2 fois. Et un jeune, il se mettait à sourire, il me dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et c'est là, j'ai dit, mon Dieu, non, non, non. Non, il faut que je me présente. C'est pas possible de voir ça, de voir cette idée des jeunes qui vient de leur bouche. J'ai dit, je suis la mère de Ahmed. Comment vous pouvez dire que c'est un martyr? Mohamed Marrah, c'est un assassin. Et oui, ces jeunes, ils m'ont cerclé. Je vous assure, je croyais l'heure, il est arrivé pour moi. Je dis, si il faut mourir ici, je suis prête. Et non, c'est un appel au secours. Une souffrance énorme dans cette jeunesse. Le regard froid. Il me dit, regarde, madame, on habite. On est vraiment désolé de ce qui s'est passé pour votre fils. Mais regardez ce quartier fermé. On est enfermés. La République, qui nous a oubliés. Nos parents, ils ne peuvent plus pour nous. La société ne veut pas de nous. Dis-moi, madame, vous savez, quand les rats, ils sont enfermés, ils deviennent oragés. Et là, ils font des ravages dans la société. Je dis, écoutez, jeune homme, c'est toi, la République. D'accord? C'est toi. Si tu as le courage de sortir de chez toi et de chercher, tu vas trouver. Parce que la chance, je sais que c'est pas facile, mais on doit lutter. On doit être fort. On doit avoir cette volonté. Mais comme ça, vous arrivez à rien. Vous arrivez qu'à la haine. Vous voyez ce qu'il a fait Mohamed Marrah? Peut-être vous ferez la même chose. Je vous le souhaite pas. Parce que je veux pas un autre Mera. Et ce jeune homme, il m'a regardé, je l'oublierai jamais. Il avait larmes aux yeux. Je vous assure, à chaque fois que je pense à lui, j'ai des frissons. Il m'a dit, madame, vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici. Aidez mes frères. Aidez mes petits frères. Moi, c'est trop tard, madame. Je suis déjà mort. Et je regardais ce jeune. Je dis, s'il vous plaît, ne restez pas là. Mais je vous promets, j'ai fondé cette association et je ne savais pas comment travailler. Mais vous m'avez ouvert les yeux. Moi, je vous tends la main. Vous êtes l'origine de ma souffrance, mais moi, je vous tends la main. Je vous promets. Et depuis ce jour-là, je me suis mis sur le terrain. C'était important pour moi. Et aujourd'hui, je n'ai pas que 5 enfants, j'ai des milliers d'enfants. Parce qu'ils m'appellent ma deuxième mère. Et ces enfants, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de présence, ils ont besoin d'amour. Si on donne la chance à cette jeunesse, l'importance, on arrivera. Mais si on ne donne pas l'importance, si on ne les calcule pas, si on ne les aime pas, voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est pour ça que je dis à l'État, à la société, aux parents, à l'école, donnez un peu d'importance à cette jeunesse parce que c'est l'avenir. Donnez leur chance. On ne peut pas mettre un jeune dans une case. Un jeune, il doit avoir la chance comme les autres. C'est ça mon combat aujourd'hui. Dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers, dans les quartiers, n'importe où je croise un enfant ou un jeune ou un parent, je dois parler avec lui. Je dois l'aider. C'est important. C'est important. C'est fondamental. C'est fondamental. Et est-ce que tu t'es senti accompagné, la famille Bin Ziaten de manière générale, par l'État? C'est-à-dire accompagnement. Accompagné, c'est-à-dire vous vous êtes senti soutenu à travers cette perte? Au début, non. Non, au début, on était... Je pense c'est la seule famille, c'était nous, parce que c'était le premier victime. Et je peux vous dire, on était seuls. Seuls. On a eu des passages, des moments très, très difficiles que je n'oublierai jamais. L'humiliation, l'oubli, un petit soldat, c'est rien. Un délinquant, ils ont sali sa mémoire. Non, j'ai passé par des moments très difficiles. C'est après, quand il y a eu les 2 autres victimes, et après, il y aura l'école Zoratora, c'est là où on dit, c'est une attaque terroriste. Et c'est là où était connu mon fils. Mais au début, je vous assure, si ça arrêtait là,
mon fils il sera un délinquant, tout simplement. Et tu leur en veux aujourd'hui? Non. Non, j'ai pas cette haine. Bien. Non, Bien, non, pas bien, du bien. tout. Contraire, il faut montrer qu'on doit changer, qu'on doit s'améliorer, qu'on doit être attention avec les gens, attention avec les familles. Ça a changé plein de choses. Vous savez, moi, quand j'ai reçu un courrier de l'État, j'ai pas apprécié de l'armée. Et aujourd'hui, on n'envoie plus le courrier, on se déplace. Parce que c'est important de se déplacer. Quand on perd un fils, on a besoin de quelqu'un qui est en face de soi. J'ai changé plein de choses aujourd'hui. Bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est bien. Et il le faut. Mais il ne faut pas avoir de la haine. Parce que ça ne nous apporte rien. Vous voyez la haine, ce que ça a donné? Non, le contraire. Il faut montrer fort et donner de l'amour dans tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que le cœur, il est rempli d'amour. C'est ça. Voilà. C'est ça, Et de c'est sagesse. Parce que si on est sage, on a à l'intérieur le calme. Il faut aussi le partager C'est avec ça. les autres. Exactement. Et c'est comme ça qu'on arrivera dans ce monde. Des paroles qui nous font du bien. Merci. Des paroles qui nous font du bien. Et voilà, je voudrais que on parle plus longuement de ton association. Moi, je sais que même tu fais des interventions dans les collèges. Jean Lursa, même à Sarcelles, tu étais venu. Tu as envie de sensibiliser la jeunesse. Il le faut. Il le faut parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin d'un message d'amour, un message de l'espoir. Parce que vous savez, quand je fais maintenant dans les conférences, dans les écoles, et que j'entends un jeune et dise je suis noir, musulman, j'habite dans un quartier fermé, est-ce que j'ai la chance de m'en sortir? Ça me touche énormément. Comment on peut, un jeune déjà à son âge qui pense à ça? Oui. Et je lui dis, mais il faut pas rester bloqué sur ta couleur ou sur ton quartier. Le contraire, c'est à toi de changer le monde, jeune homme. C'est à toi. Parce que si tu es à l'intérieur, cette force et cette intelligence de réussir, lutte et avance. Ne regarde pas ta couleur. Exactement. C'est ça qu'il faut. Parce que si on reste là, on ferme nous-mêmes nos portes, on n'arrivera pas. Il n'y aura personne qui va toquer à la porte. Mais c'est à toi de bouger. Et c'est ça, ces jeunes, ils ont besoin. Quand j'entends pareil, un jeune, j'ai pas d'espoir, madame. J'ai pas de rêve. Et même si je rêve, vous croyez que je veux l'avoir? Oui, tu peux l'avoir. Chaque personne, il peut réaliser ses rêves. Peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard. Mais il faut jamais perdre espoir. C'est bien. Et ces jeunes, ils ont besoin de messages de paix, de vivre ensemble, de la tolérance, d'amour, la fraternité. C'est l'humain. On a besoin. C'est important. Et on n'a pas besoin d'être méchant, d'harcèlement, faire du mal entre camarades, de faire du mal dans un prof. Vous savez, le prof, si on le respecte, vraiment, ils se sont respectés. Je vous assure, il donnera plus qu'il donnera normalement. Parce que le respect, c'est très important. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre à cette génération. Respecter soi-même et respecte ton prof. Et regarde qu'est-ce qu'il va te donner le plus. Parce que cet homme ou une femme, quand il est respecté, il voit tous ses élèves, il la respecte, il donne plus. C'est vrai. Et ce qui fait ça, on doit inculquer à nos enfants. Mais qui doit donner ça? C'est les parents. C'est vrai, c'est vrai. L'éducation, ça se passe à la maison. La première maîtresse, c'est la mère. C'est vrai. Les piliers qui tiennent une maison, c'est qui? C'est la maman. C'est vrai. Le père, c'est un chef de famille. C'est un homme qui travaille, l'autorité, mais l'amour, la tendresse. On a toujours le garçon, il approche vers la mère. Quand il veut demander quelque chose, il demande à la maman. Et la maman, c'est mondial. On ne peut pas remplacer une mère. Une mère, on a une seule dans la vie. C'est vrai. C'est pour ça que ces jeunes, ils ont vraiment besoin. Pareil dans les prisons. Et dans les écoles, surtout, j'insiste, il faut voir de la mixité. Il faut donner la chance à cette jeunesse. Il ne faut pas donner une carte scolaire et tu dois habiter là, tu dois aller dans cette école-là. On doit donner la chance à cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains parents qui mentent pour faire des faux adresses, pour sauver leurs enfants. Pourquoi on est arrivé là? S'il me voit mon fils que moi je suis en train de mentir pour donner la chance à lui, même lui en grandissant, il va se dire mais je ferai pareil pour mes enfants. Vous voyez le cercle? Bien sûr. Mais on ne doit pas pousser ce stade-là. On doit aider, on doit s'ouvrir, on doit donner la chance
à cette jeunesse. Et chaque école, il doit avoir aussi sa méthode. Cette école, elle a des sorties, elle a des choses magnifiques. Ben, celle-là qui est dans le quartier doit avoir la même chose. Pourquoi celle-là, ils me disent, madame, on n'a que du foot ou la piscine? Et les autres, ils ont la natation, la danse, la musique. Pourquoi on n'a pas la même chose? Pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs? Pourquoi? C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas républicains. Pour se sentir républicain, on doit avoir la même chose. Bien sûr. L'égalité. Et ça, c'est très important. Le prison, c'est pareil. Quand on est enfermé dans une cellule, c'est vraiment, si on n'est pas aidé, on sort plus pire qu'on est rentré. Parce que la raisonnement, quand on fait un prisonnier seul, il réfléchit à quoi? Que au mal. Alors, j'ai dit, donne-lui des livres. Sortez-les de là. Aidez-les. Et quand il sort un prisonnier, il peut trouver sa place dans la société. Mais quand il sort aujourd'hui, il est complètement perdu. C'est pour ça qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'aide. Pour voir une société meilleure, c'est important. C'est pour ça que je dis au peuple aujourd'hui, si chacun de nous il fera 5% pour qu'on s'aide, on arrivera mieux. Ouais. Mais si on attend que l'État il ne pourra pas. Et même s'il le fera, on ne le voit pas. Parce qu'il fait le travail, l'État, mais on ne le voit pas. On dit qu'il ne fait rien. Parce que c'est la société qui doit donner. Chacun de nous, il doit apporter quelque chose. Et là, on peut aller au droit chemin. Il y a du haut, il y a du bas. On ne sera pas tous médecins, on ne sera pas tous avocats, mais on a des ouvriers, on a des actuels, on a un peu de tout. Mais il faut vraiment un travail de la société aussi. D'accord. En tout cas, le message est passé, Tata. Et est-ce que le départ, de ton fils t'a rendu meilleur à tous les niveaux? Meilleure épouse, meilleure maman, meilleure amie? J'étais meilleure épouse, j'étais toujours. Meilleure maman, j'ai jamais manqué quelque chose pour mes enfants. Mes amis, j'ai jamais eu de problème. Je suis venue plus forte aujourd'hui parce que j'ai travaillé dans les écoles. J'ai travaillé 25 ans. Alors, je voyais beaucoup de choses. C'est ça qui m'a donné cette force. J'ai dit, je dois défendre cette jeunesse. Voilà, c'est la force. La force de Ahmed, cette force qu'il avait, mon fils, et de partir et de se refuser de se mettre à genoux. Vous savez, quelqu'un qui va vous tuer, vous ne le suppliez pas, vous dites tire. Ça veut dire il est courageux. Alors, j'ai dit à Ahmed, tu m'as laissé un grand message, mon fils. J'allais chercher un message, mais voilà le message. Message pour moi et pour le monde entier. Et je dois dire à cette jeunesse, restez debout. Bien. Avancez. Bien. Luttez. Il ne faut pas baisser les bras. On a tous notre chance, mais il faut la chercher. Elle ne viendra pas vers vous. C'est à vous de la chercher. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'il faut se battre tous les jours dans la vie. La vie n'est pas aussi facile. Ouais, bien sûr. Il n'est pas facile. Gagner la vie, c'est pas facile. Mais il faut voir cette volonté. Vous savez, le travail, c'est la santé. Quand on travaille, on est joyeux. C'est la même chose. On est joyeux dans la vie, dans la famille, avec nos enfants, avec nos amis. Mais moi, ma force, c'est grâce à Ahmed. Sincèrement. D'accord. Cette force, il ne m'a jamais quitté. Il est toujours là. Bien. Et chaque action que je fais, je le vois grandir. D'accord. Il est toujours près de moi. Bien. En tout cas, belle mentalité. Franchement, tu nous fais du bien, comme je te le disais tout à l'heure, hors caméra. Mais ce qui m'a également interpellé, c'est que tu es parti à la rencontre aussi des parents de Sofiane et Kevin à Ekirol. Oui. C'est toujours la même volonté d'accompagnement. C'était important pour moi. Important parce que je voulais aller... Faut pas aller la haine. Vous savez, il y a une bagarre, il y a un mort. Il faut pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut rappeler les faits déjà pour les personnes qui ont... Je trouvais que c'était de la haine, la bagarre entre groupes à cause d'un petit frère et qui, lui, il a voulu défendre son petit frère. Voilà, il a laissé la vie. Et cette femme, je l'oublierai jamais. Elle était d'un état, la maman, triste. Et je lui dis, garde le courage, ne perdez pas. Elle est partie, mais j'espère que ces jeunes, ils ont pris une grande leçon. Parce que quand je vois la violence
quand je vois ces jeunes qui brûlent les voitures, quand je vois le mal qu'ils font, est-ce que ça va porter quelque chose? Le contraire. Ça fait que de la colère, ça crée que de la haine, la terreur. Ce qui ça porte rien. C'est pour ça que je dis à cette génération, quand vous avez besoin de révolter, criez, appelez au secours. Pourquoi aller brûler une voiture et laisser quelqu'un son travail qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien demandé, ou d'aller tuer un garçon parce qu'il a frappé son petit frère? Mais d'être fort, c'est ça la force. La force de la haine. Il faut voir la force de l'amour, la force dans le partage, la force dans le vivre ensemble, la force d'aller vers l'autre, la force de travailler, de lutter. C'est ça que j'appelle la force, mais pas la force de la haine. Ça, je ne l'accepte pas. D'accord. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours aussi. Et est-ce que tu sens que ton message est entendu, est reçu? Bien sûr, parce que sinon je ne continuerai pas. Bien. Vous savez, j'ai sauvé pas mal de jeunes qui sont venus de la Syrie. J'ai sauvé pas mal de jeunes de ne pas partir en Syrie. J'ai travaillé avec des familles. Quand vous voyez un jeune et vous l'avez sauvé, la manière qu'il était et le changement, tu dis, Latifa, t'as gagné. Bien. Voilà. Et quand je rentre, je dis, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai fait quelque chose j'ai donné la chance à ce jeune. Toute mon énergie, tout mon temps, mais j'ai gagné. C'est le principal. Et quand un jeune, il te dit, merci madame, j'avais le brouillard sur mes yeux, et ce brouillard, il est parti. Et bien, j'ai gagné. Bien, à coup sûr. Voilà. À coup sûr. Ah. Tout à l'heure, quand je te parlais de soutien de l'État français, tu me disais qu'il était venu dans un deuxième temps, mais il y a l'État marocain qui t'a soutenu directement, avec le roi qui t'a appelé. Ah oui, ça c'était un moment difficile et joyeux en même temps, parce que aussi, grâce à Sa Majesté le roi du Maroc, aujourd'hui que je vis, parce qu'il m'a donné aussi cette force, parce que je croyais j'avais plus rien. Vous savez, j'ai marché à Toulouse pieds nus. Je pleurais, j'ai dit, mon Dieu, tu es haut et mes pieds sont seuls. Ouvre-moi la porte. Et je vous assure, ce radio Assoaz qui m'a appelé du Maroc, il me dit, madame, on est en direct. J'ai dit, mais écoutez, c'est pas le moment de blaguer. J'ai perdu un fils, mais madame, je vous assure, c'est la radio. Vous pouvez répondre. Et j'ai dit, répondre quoi? En France, je suis perdue. Le Maroc, ça fait longtemps qu'il m'a oublié, parce que j'ai quitté le Maroc, j'étais très jeune. Il m'a dit, madame, le Maroc, il n'oublie jamais ses enfants. Et c'était le jour même, j'ai eu des appels partout. Et grâce à Sa Majesté, il a donné l'honneur à mon fils, l'honneur à ma famille. Il est enterré aujourd'hui, il se repose en paix au Maroc. Il m'a fait l'enterrement, les 40 jours, les 5 ans qu'il m'a fait aussi. J'espère qu'il me fera les 10 ans, parce que je tiens énormément. Il m'a beaucoup soutenu, et c'est le premier, Sa Majesté, qui m'a subventionné, c'est lui qui m'a donné le premier chèque pour l'association. D'accord. Vous voyez, pour vous dire, c'est une histoire que je vivrai toute ma vie avec ça, et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui m'ont marqué à vie. Quand je pars de ce monde-là, je vous assure, il y a beaucoup de monde qui est dans mon cœur. Chaque matin, quand je fais la prière, vous savez par qui je commence? Par mon fils et par Sa Majesté. Je vous assure. Cet homme, il m'a... un grand homme qui m'a donné vraiment l'honneur et l'honneur à ma famille. Ça touche énormément. Et que mon fils est un soldat républicain français. Et je me bats tous les jours en France. Et j'aime ce pays. Et j'aime mon pays d'origine. Et j'aime les deux. Je ne peux pas me séparer. Ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. J'aime les deux. Je suis née dans un pays, j'ai l'éducation, les valeurs, mes racines. Et j'ai un pays où j'ai grandi, où j'ai réussi, où j'ai aussi fondé une famille. Et je ne peux pas. Je les aime les deux. D'accord. Le message est passé, Tata. Quels sont les projets futurs? Alors, le projet futur, j'ai pris un local au Maroc. Et je voudrais l'instaurer aussi parce que j'ai ouvert une antenne au Maroc pour l'association IMED pour la jeunesse et la paix. Et de ramener des jeunes.
Vous savez, des gens qui sont en difficulté ici, je voudrais les ramener là-bas, d'apprendre des choses sur le terrain et de venir en France. D'accord. C'est mon rêve parce que je vois un jeune qui est là, il est debout, il fait rien. Et ça me... Je dis non. Il faut que je aide ce jeune. Tu as quitté l'école, je vais te ramener avec moi. On va faire une formation ensemble. Et je voudrais le ramener au Maroc. Pourquoi au Maroc? C'est pas parce que je suis marocaine d'origine, mais c'est plus une facilité de voir comment on peut sortir ce jeune, de donner la formation menuiserie, électricien, informaticien, je ne sais pas ce qu'il veut, mais ce sera lui et moi. Et dire, voilà, maintenant, dans ce qui est à l'intérieur, sors-moi. Et je voudrais qu'il sorte ce qu'il y a dans les tripes. S'il veut réussir, c'est là. Si tu veux pas réussir, ça, c'est autre chose. Mais moi, je vais t'aider. Je vais te donner la solution, mais c'est à toi de travailler. Ouais, c'est clair. C'est juste un guide. Moi, je suis un guide. Je peux pas t'aider 24/24. Et même si je t'aide et si t'as pas envie, ça ne marchera pas. Mais il faut que ça vienne de toi. Ouais. Et c'est comme ça que je travaille avec certains jeunes parce que j'ai fait pas mal de projets. Hein. J'ai fait des projets en Israël, en Palestine. J'ai fait des projets au Maroc. J'ai fait au moins 5 projets au Maroc. J'ai fait des projets sur le chantier éducatif. J'ai fait des projets connaître notre civilisation. J'ai fait des projets avec des femmes aussi que j'ai ramenées au Maroc et j'ai ramené des femmes marocaines en France. Bien. On essaye de faire cet échange pour montrer aussi la femme marocaine, sa valeur, où il a réussi cette femme. Et mon rêve, le plus j'insiste, je suis partie au Mali. Et j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup choquée. Et que Dieu m'aide de faire un projet là-bas. Qu'est-ce qui t'a choqué? De voir ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, des jeunes perdus, la pauvreté, de créer une école, quelque chose dans les Foulines. J'avais vu des bébés dans le même lit, trois bébés. Plein de choses que j'ai vues comme ça. Et ça m'a chagrinée. Ça m'a beaucoup chagrinée. Dire, regarde, il y a de la souffrance, il y a de la misère, et on ne parle pas. On ne parle pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut aider ces gens. Avant qu'ils viennent ici, il faut les aider sur place. S'ils viennent ici, il faut les aider. Mais s'ils sont là-bas, et il y en a des gens qui quittent le territoire sans droit, etc., que ce soit au Maroc, que ce soit n'importe dans le monde, ils sont sur place ou ils meurent à la mer. C'est pas... On ne peut pas fermer les yeux pour ça. En tout cas, tu nous fais du bien et tu as bien raison sur tout ce que tu dis. Tu as bien raison. C'est la raison pour laquelle même tu as été couronné du Zayed Award. Oui. Ouais. Ah oui, ce prix-là. Ton ressenti. Ah oui, ce prix-là, vous savez, quand j'ai reçu un appel, je ne pouvais même pas finir ma phrase, que je me suis mis à pleurer. J'ai dit, mon Dieu, du grand. Vous voyez, je travaille en France et je reçois un grand prix dans les pays arabes. C'est un joie, c'est un bonheur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout de recevoir le prix de Pape François et le grand imam Ahmed Taïb, Cheikh Azhar Taïb. C'est quelque chose qui restera... C'est un grand symbole. Bien. 2 grands symboles, un grand prix, un honneur pour moi. C'est un grand honneur, franchement. Mais parce que tu nous fais du bien. Merci beaucoup. Justement, on a besoin d'entendre ce genre de paroles qui nous font du bien, ce sourire malgré la douleur, malgré la peine. Et on a envie de te croire, on a envie de t'entendre, de t'écouter. Et encore une fois, je vais réitérer mes propos, mais tu nous fais du bien. Donc, merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé parce que ils sont nombreux à t'écouter. On est nombreux à t'écouter. Et encore une fois, si tu as besoin de moi, je serai toujours présent. Merci beaucoup. C'est un honneur aussi d'échanger, de partager avec vous l'amour et la tendresse de mon cœur. Ah, ça fait plaisir. Merci. En tout cas, c'est partagé, sincèrement. C'était le chairman. Ah, aujourd'hui, ça va être court. C'était Elhadj avec Tata Latifa Ibn Ziaten pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.